Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tout le monde pour ces premières journées européennes digitales de la mobilité, organisées par le réseau Agora Manager. Réseau Agora Manager, le premier réseau français d'entreprises de plus de 500 salariés avec 17 communautés. Ces premières journées sont notamment aussi organisées par l'Agora des responsables flotte automobile et le média Agora News Mobility. Alors avec moi sur ce plateau, un petit mot du président de l'Agora des responsables flotte automobile, Laurent Jolivet. Laurent, si vous voulez bien nous faire un petit mot de présentation rapidement, et puis après on passera à nos invités. Merci Laurent. Bonjour à tous. Alors en quelques mots, qu'est-ce que l'Agora des responsables de flotte auto? C'est un peu plus de 115 membres aujourd'hui, donc il y a toujours une croissance des membres d'un peu plus de 10% par an, donc c'est quelque chose d'assez important qu'on véhicule. C'est aujourd'hui 8 soirées dans l'année, mais qui vont se transformer avec le digital en 12 soirées d'ici la période de 2020. 6 en digital et 6 en présentiel, et les 6 en digital vont justement nous permettre de pouvoir capter tant sur le territoire français qu'à l'international d'autres personnes qui sont dans la même fonction et pour lesquelles nous avons besoin d'échanger, de partager, et qui sont dans l'ADN du club. Donc j'aurais qu'à vous dire de profiter de ces 2 journées et vraiment d'avoir des interlocuteurs de qualité, mais aussi de venir nous voir tout le reste de l'année pour pouvoir justement échanger, partager et puis connaître un club qui est assez sympa. Super, merci Laurent et à tout de suite avec nos invités. Merci de nous suivre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission en direct, émission live qui ouvre sur 2 jours les premières journées européennes et digitales de la mobilité organisées par l'Agora Flotte Automobile et le réseau Agora Manager sur le thème « Travailler, innover et inventer maintenant pour construire la mobilité de demain ». Alors pour ouvrir ces journées, nous allons prendre de la hauteur avec un invité vraiment exceptionnel dont les inventions ont fait le tour du monde. Vous avez certainement été scotché comme moi par ses exploits et son engin volant, le flyboard. On a tous en tête la traversée de la Manche ou le survol de la Concorde un certain 14 juillet. Il s'agit de Francky Zapata. Bonjour Francky Zapata, vous êtes en liaison avec nous depuis vos bureaux près de Marseille, tout va bien? Bonjour, oui, tout va bien. Écoutez, je suis content d'être parmi vous. Donc oui, je suis dans mes bureaux à côté de Marseille. De jolis bureaux décorés avec votre logo Zapata. Très joli. Alors, avant de discuter avec vous et de revenir sur votre parcours assez exceptionnel, je vous présente mes 2 invités. Nadège Scapin, directrice des marchés entreprises de Carglass, et Stéphane Chambon, directeur des affaires publiques de Total. Bonjour à tous les 2 et bienvenue. Bonjour. Alors, on verra avec vous en quoi le parcours exceptionnel de Francky Zapata, de notre invité, peut tout à fait coller avec les valeurs du monde de l'entreprise. Alors, nous aurons grosso modo 3 quarts d'heure d'échange et surtout, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions et j'imagine qu'il y en aura beaucoup à Francky Zapata et nos invités dès maintenant sur le chat en ligne. Réponse à la fin de cet entretien. Nous aurons un petit quart d'heure pour pouvoir évoquer toutes ces questions et répondre. Alors, Francky Zapata, on va d'abord s'arrêter sur votre parcours assez exceptionnel. Vous avez 41 ans aujourd'hui, vous avez arrêté l'école à 16 ans, je crois. Vous êtes devenu champion du monde de jet ski, ce qui est déjà pas rien. Qu'est-ce qui vous a poussé à basculer dans le monde de l'invention et de l'innovation? Ça a été quoi le déclic? En fait, comme vous le dites, j'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans, donc j'avais pas vraiment le profil pour suivre les études. J'étais plein j'avais trop la bougeotte, quoi. En fait, j'avais trop envie de bouger, j'avais du mal à rester assis derrière un bureau, sur une chaise. Donc j'avais ces idées dans la tête, en fait, toute la journée. En fait, finalement, j'ai toujours été passionné par l'innovation et les inventions. On va dire, entre guillemets, occupé le garage de mon père depuis que j'ai 3 ans. Et finalement, pendant que j'étudiais à l'école, il y avait toujours un moment où en fait je m'échappais et je commençais à penser à mes projets, quoi, et tous mes petits bricolages. Et du coup, là, j'avais du mal vraiment à suivre les cours, quoi. Donc, j'ai toujours eu ça en moi, en fait, depuis, je pense, que je me souviens, quoi, mes premiers souvenirs, en fait.
vous dessiniez sur le coin de la table des schémas, des croquis déjà de machines volantes. C'était déjà dans votre tête à l'époque? Alors, comme tous les enfants, j'ai inventé tout et n'importe quoi. Sincèrement, il y a jamais rien qui marchait. Mais oui, j'ai inventé des fusées, j'ai inventé, alors, comme tous les enfants, hein, des épées, des trucs comme ça. Mais c'était vraiment ma passion, quoi. Je veux dire, j'ai toujours entendu ma mère dire à ses amis qu'elle trouvait pas le moyen de me punir parce que finalement, dès qu'elle me renfermait dans ma chambre, en fait, elle était obligée d'insister pendant 2 heures pour que je vienne manger ou que j'en sorte parce que finalement, j'étais bien partout, quoi. Et 4 bouts de fil et un tournevis et finalement, j'étais impunissable, quoi. Enfin, je me trouvais toujours un moyen de d'explorer ou de comprendre ce qui était autour de moi. Donc voilà, j'ai toujours fait ça, des schémas, des croquis, des systèmes qui marchaient ou ne marchaient pas, quoi. Puis après, comme vous le dites, j'ai été en fait aspiré dans la compétition, dans le monde du jet ski. Alors en même temps, j'ai toujours été sportif, donc j'ai commencé le sport dès l'âge de 6 ans. Je faisais des sports de combat quand j'étais jeune. Je suis pas issu du tout d'une famille de sportifs, en fait, ni d'une famille d'innovateurs ou d'inventeurs. Mon père, il m'a quand même communiqué il m'a appris le goût du travail. Ça a été un bosseur toute sa vie et je veux dire, bon, là, il est à la retraite, mais bon, il continue toujours sur ses projets. Mais donc voilà, j'ai été un peu bercé là-dedans, le goût du travail. Mais par contre, personne n'a fait de sport dans ma famille depuis au moins 10 générations. Et moi, j'ai toujours été passionné par ça, le sport. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé dans le sport finalement le dépassement de soi et, et, et d'arriver à fixer des objectifs. Et finalement, c'est ce qui vous rend vivant chaque jour, de se lever le matin avec des projets, des objectifs. C'est ce qui vous motive aujourd'hui? Vous avez toujours besoin d'un projet, d'aller toujours plus loin? Parce que déjà, ce que vous avez fait est assez exceptionnel, mais vous avez encore besoin d'aller plus loin, de faire d'autres innovations. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on voit votre parcours incroyable, mais derrière, il y a quand même du travail. C'est-à-dire qu'on voit le côté médiatique, on voit votre réussite, mais j'imagine que ça s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts. Ah non, déjà, il y a du travail de ma part et puis il y a du travail de toute mon équipe, hein. Je suis évidemment pas du tout seul pour gérer tout ça. Donc, on va dire, même si tout a commencé seul, on va dire, dans mon atelier, aujourd'hui, finalement, c'est qu'un travail d'équipe. Donc, il y a des millions et des millions d'heures de boulot, de bureaux d'études. Enfin, c'est assez complexe. Il y a aussi de l'engagement, hein, quand vous montez sur une machine volante qui est en cours de développement ou qui est même en cours on va dire, d'invention, on ne sait pas si on a pensé à tout. On peut se protéger de tout ce qu'on sait, mais pas de ce qu'on ne sait pas. L'accident, il est jamais décrit dans le manuel de vol, hein. C'est le hasard. Donc on Vous essaie de avez s'en peur? protéger, mais ouais, il y a de l'engagement, il y a tout ça qui va en même temps que des défis. Donc après, nous, enfin, moi personnellement et finalement également mon équipe, parce que on recrute des gens qui finalement qui s'assemblent, se ressemblent. On a tous plus ou moins le même ADN dans cette boîte et nous, on vit pas avec le passé. Donc c'est vrai que c'est cool d'avoir fait ce qu'on a fait le 14 juillet, la Manche. Euh, c'est finalement ce qui a permis au grand public de comprendre un peu mieux ce qu'on faisait et de nous connaître. Mais finalement, ça n'est qu'une étape par rapport à ce que j'ai eu fait dans ma vie, toutes ces courses, toutes ces compétitions que j'ai menées en jet ski. Et j'ai eu la chance de gagner des courses, on va dire, quasiment perdues d'avance. Il a fallu vraiment que je prenne sur moi pour remonter et gagner. Et finalement, la Manche, le 14 juillet, tout ce qui s'est passé, moi, je ne trouve pas ça plus impressionnant ou exceptionnel que ce qu'on a eu fait ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est juste une étape et ce qui me tient en vie et ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est que oui, on a des milliers de projets et c'est ça. Et je pense que c'est le commun de toute personne, ou du moins ça devrait l'être, quoi. Avoir des projets, quand on en a plus, c'est la fin, quoi. Francky Zapata, est-ce que l'échec fait partie, de certaine façon, de la réussite? Parce que vous n'êtes pas monté sur la machine, vous n'avez pas traversé la Manche tout de suite, vous avez eu un premier échec. Est-ce que ça fait partie de votre parcours? Et je dirais, est-ce que vous en tirez des leçons? En fait, moi, je fais du développement expérimental. Vous voyez, donc en fait, je n'avance que par l'échec. Donc moi, c'est vraiment pas quelque chose qui me gêne ou qui me complexe ou qui m'arrête, quoi. J'ai passé ma vie comme ça. Je veux dire, ça c'est le propre de la vie d'un sportif. Je veux dire, vous pouvez pas arriver le premier jour à être champion du monde. Je veux dire, ça n'existe pas. Enfin,
enfin, peut-être j'en connais, enfin, peut-être il y en a enfin, moi j'en connais pas, du moins. L'échec fait partie de la construction de n'importe quelle personne, que ce soit un athlète, que ce soit un chef d'entreprise, ou du moins alors nous encore bien plus que ça, parce que on fait du développement expérimental, que je vous dis. Donc, on a des idées, on essaye, et ben, en moyenne, au moins 50% ne marche pas, et des fois c'est bien au-delà de ça, quoi. Mais par contre, quand ça marche, ben, tu trouves une pépite et tu es content. Donc l'échec, pour nous, c'est la base de notre travail, quoi. C'est la base de la construction et du développement. Est-ce que dans votre parcours, votre famille vous a suivi? Est-ce que vous avez été soutenu par votre entourage et comment ils ont perçu vos inventions qui étaient quand même assez farfelues? Comment ça s'est passé avec votre entourage? Vous sauriez. Alors, je ne Ben, parle pas de vos disons, voisins, parce que je sais que vous avez eu quelques petits tracas avec vos voisins qui se plaignaient du bruit, mais est-ce que votre entourage vous a toujours soutenu au fond? oui, en fait, j'ai la chance d'avoir des amis et une famille assez proche. Enfin, je veux dire, mes amis, je les ai depuis l'âge de 3-4 ans, quoi. On est issus d'un petit village et on se connaît depuis qu'on est né, quoi. Donc oui, ils m'ont toujours soutenu. Depuis l'époque où je courais en jet, ils venaient me voir sur les courses, ou je veux dire depuis l'âge de 16-17 ans, l'atelier où j'avais mes jet skis à l'époque, c'était le rendez-vous de tous les potes de la région. Donc on commençait, enfin ils venaient me filer la main, et on commençait le matin à 8 h, on finissait à 2 h 30, et à l'époque c'était déjà ma femme qui allait chercher les pizzas ou le McDo. Donc ils ont toujours été avec moi, ils m'ont accompagné dans les meilleurs moments. J'ai eu la chance mon premier titre entre guillemets mondial, c'était à Bercy. Il y avait un championnat du monde indoor de jet ski à Bercy, et ça a été un petit peu l'œuvre de tous mes potes. Ils m'ont aidé à construire ce jet, et évidemment ils étaient avec moi dans les tribunes quand j'ai gagné. Donc ils m'ont toujours suivi, et évidemment quand j'ai volé les premiers vols avec d'ailleurs le flyboard à eau, tout le monde était là pour déballer le tuyau du camion et pour que j'essaye de voler. Donc ça a mal fini, hein. J'ai fini en m'écrasant sur la plage, et tout le monde s'est foutu de moi. Mais c'est ça qui est bien quand on a des potes qui peuvent te dire n'importe quoi, c'est qu'en fait, toujours en train de se foutre de moi plus que de m'applaudir. Donc ça te remet un peu les idées en place, et puis c'est comme ça que moi je vois la vie, quoi. Et la vie, c'est qu'un amusement, quoi. Si je puis dire, vous gardez les pieds sur terre. Alors, est-ce que vous avez eu quand même des freins dans votre entreprise? Parce que j'imagine que niveau administratif, ça ne doit pas être évident d'avoir des autorisations pour voler. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été très compliqué dans votre parcours ou qui peut l'être encore aujourd'hui? Bah, vous savez, c'est compliqué comme pour tout le monde, quoi. En fait, dès que vous essayez d'innover, vous rentrez pas dans un cadre légal, forcément, ça devient extrêmement compliqué. Vous savez pas dans quelle case vous mettre. Alors, des fois, ça vous freine complètement. Des fois, c'est un vide juridique, mais bon, ça vous rappelle, quoi qu'il en soit, à l'ordre au bout d'un moment. Et puis après, ben, c'est là qu'il faut cravacher pour essayer de remonter les couches. Et puis, des fois, on arrive à passer des étapes. Des fois, on tombe sur des gens de la fonction publique, qui sont motivés et passionnés, comme la plupart des gens à la DGAC. Vous voyez, c'était surprenant pour moi de voir à quel point il y avait une majorité de gens passionnés de l'aviation à l'aviation civile. Ça paraît logique ce que je dis, mais je veux dire, c'est pas le cas de tous les secteurs, quoi. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Mais par contre, après, il y a des lois, par exemple, actuellement, qui sont pas changeables pour nous, et c'est des freins. Comme par exemple, la France est actuellement le seul pays d'Europe, et même du monde, où je suis obligé de créer un aérodrome privé pour décoller. Donc, en gros, avec un accord avec la DGAC, je peux voler un petit peu partout en France, mais par contre, je peux pas ni décoller ni atterrir. Donc, il faut créer des aérodromes privés. Ça prend des semaines avec les préfectures aux différents endroits où on veut voler, chose qu'on n'a pas dans le restant du monde. Et c'est une loi qui a été, je crois, écrite dans les années 1960, et qui ne change pas. Et de ce que je sais, c'est pas prêt de changer. Donc, effectivement, ça crée de la complexité. Donc, tout le monde essaie d'y mettre du sien, mais après, au fur et à mesure qu'on monte les couches, il y a un moment donné où on est bloqué, et c'est évident que ça met des freins, et surtout, ça va mettre des gros freins pour avancer et pour aller là où on veut aller, c'est-à-dire
c'est-à-dire essayer de faire des voitures volantes, des taxis volants, essayer de faire voler le commun des mortels, parce que toutes ces machines qu'on développe, au bout d'un moment, même si on les fait par passion, et comme je le dis tout le temps, moi, je réfléchis pas vraiment au produit que je crée, je crée pas un produit par rapport à un besoin ou quoi que ce soit, ou un business model ou un business plan. Moi, je crée un produit, c'est un peu compulsif. Donc, je sais que ce n'est pas ce qui va exciter les investisseurs que je disais ça, mais moi, je fais un produit comme tu as envie de faire un enfant. Et tu choisis pas la femme avec qui tu vas le faire parce qu'elle est mathématicienne ou physicienne, parce que tu veux faire un prix Nobel, quoi. C'est le bon moment, c'est la bonne personne et tu fais un enfant. Et moi, ben, je fais pareil. Quand j'ai envie de faire un produit, je le sens en moi. C'est un petit peu, comment dire, obsessionnel, je le crée. Et puis après, tu l'accompagnes dans la direction dans laquelle il veut aller, le produit. Donc, si ça ne devient qu'un produit de démonstration, ben, ça restera un produit de démonstration. Et puis, si ça peut devenir un produit grand public, et ben, évidemment, comme je suis opportuniste comme la plupart des gens, ben, je saute dans le train et je cravache pour que le produit il fonctionne commercialement. Parce que même si l'argent, ça n'est qu'un outil, c'est un outil indispensable. Donc, quoi qu'il en soit, quand on veut passer des étapes, il faut les vendre, il faut gagner de l'argent. Et aujourd'hui, effectivement, toutes ces machines sont destinées, quoi qu'il en soit, notre rêve, c'est qu'elles soient utilisées par le plus grand nombre de personnes. Et là, c'est là où, réglementairement parlant, ça va être compliqué. C'est votre enthousiasme, parce qu'on l'entend, hein, vous êtes vraiment passionné, qui fait que vous arrivez à renverser des montagnes ou même convaincre des investisseurs, parce que quand on arrive, quand on n'est pas connu, lorsque ça vous est arrivé, que vous avez présenté votre projet, j'imagine que certains vous ont peut-être un peu rionné, non? Comment ça s'est passé d'ailleurs? Ah ben disons que oui, ben, déjà les banquiers, hein, vous savez, les banques, c'est ce que j'ai tout le temps, dans un système que j'ai du mal encore à comprendre. Moi, je veux dire, les banques, ils vous prêtent de l'argent quand vous n'avez pas besoin, et les assureurs, ils vous assurent quand vous n'avez pas de problème. Donc, c'est vrai que c'est un système qui est quand même assez complexe. Donc, évidemment que moi, j'ai un parcours qui est assez atypique et qui peut, on va dire, susciter on va dire, quelques fans sur les réseaux sociaux ou des gens ou vers les passionnés, mais je pense que c'est plutôt un discours qui a tendance et un parcours qui a tendance à faire fuir les banquiers. Donc, au côté investisseur, j'en ai eu j'ai eu un associé il y a quelques années, mais je suis heureux de pouvoir l'avoir racheté il y a quelques semaines et d'être aujourd'hui à 100% de mon capital parce que on n'avait pas du tout la même vision de l'entreprise. Donc moi, je n'ai jamais eu besoin. J'ai jamais eu besoin ni des banquiers ni des investisseurs. Dieu merci. Je suis arrivé tout le temps à m'autofinancer. Et bon, aujourd'hui, je suis pas contre l'idée. Hein. Je ferme la porte à rien, mais disons que, vous savez, comme vous le dites tout à l'heure, quand vous avez la tête dans les airs et vous avez envie de rêver, et il faut en même temps avoir les pieds sur terre. Et moi, je rêve ma vie, mais je gère ma société vraiment comme un paysan. Vous voyez, je dépense 50 centimes quand j'ai gagné 1 euro. Et pour moi, si je veux tenir le coup et aller au bout de cette aventure, il faut pas que je sois rêveur dans la manière au moins de le financer, quoi. De le réaliser, d'accord, mais pas de le financer. Donc, je compte pas sur ça. Je compte ni sur les banques, ni sur les investisseurs. J'ai pris la partie de générer l'argent que je dépense. Vous faites vivre combien de personnes aujourd'hui dans votre société? Bon, ça dépend des périodes, mais on est entre une douzaine et une quinzaine de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, votre notoriété vous donne beaucoup plus de facilité? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, quand vous allez voir les banques, vous déroulent le tapis rouge, non? Ou c'est encore compliqué ou ça se passe comment? Ah oui, vous savez, c'est toujours compliqué avec les banques. Vous pouvez avoir les millions que vous voulez de côté ou la notoriété que vous voulez. Vous savez, s'ils n'ont pas un intérêt direct, ben, moi, j'ai pas senti ça. Après, la notoriété, sincèrement, moi, je la ressens pas du tout. Alors, il y a peut-être des gens qui arrivent à me reconnaître, mais bon, vu que la plupart du temps, j'ai un casque, donc bon, Vous n'avez pas la grosse ça me tête. dérange pas, ça me dérange pas. Au moins, Un je suis. producteur de vous n'avez pas la grosse tête pour l'instant. Vous Ah, n'avez pas moi, pris non. la grosse tête. Sincèrement, je vois pas même pourquoi, parce que de toute façon, comme je vous C'est le dis, moi, je casque. fais juste ma passion. Je fais juste ma passion. Je veux dire, j'ai rien fait d'exceptionnel. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe. Enfin, moi, ma plus grande réussite, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est de me lever le matin et de faire ce que j'aime. Je veux dire, après, les gens ont peut-être du mal à le croire, mais moi, le dimanche soir, je me languis le lundi matin. Il m'est venu plein d'idées dans le week-end. Généralement, on a 4 heures de réunion le lundi matin parce que j'essaie de déballer toutes mes idées et que
d'arriver à les faire comprendre aux personnes qui ont besoin de les comprendre. Et moi, je suis trop content. Le dimanche soir, je suis excité d'arriver le lundi, d'expliquer à tout le monde ce que j'ai pensé dans le week-end. Et pour moi, c'est ça ma plus grande réussite. Je vois pas en quoi ça pourrait être exceptionnel ou en quoi ça me donnerait la grossette. C'est juste que j'ai la chance, je suis heureux, quoi. J'ai la chance d'être heureux et de faire le métier que j'aime, quoi, et qui est en même temps ma passion. Et ça, c'est extra. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est vraiment une réussite. C'est ce que j'explique à tout le monde. L'argent, à quoi ça sert? Enfin, moi, finalement, bon, j'ai la chance d'avoir très bien gagné ma vie, 1000 fois plus que ce que j'aurais rêvé. Je veux dire, je suis quelqu'un d'assez anxieux malgré tout. J'ai pas l'impression comme ça, mais je suis quelqu'un de toujours inquiet, toujours anxieux depuis que je suis né. Et d'avoir mis d'argent de côté pour ma famille, c'est mieux qu'une assurance vie, quoi. C'est leur assurance vie. Et ça me rassure. Pour moi, la vie maintenant, c'est le Monopoly, quoi. Je m'amuse, mais la plus grande réussite, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est faire ce qu'on aime, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est manger une pizza ou un barbecue avec mes potes, aller faire du vélo avec eux. Et Dieu merci, l'argent de faire ça, je l'ai depuis l'âge de 18 ans. Donc après, c'est faire sa passion. Chaque matin, créer des grandes choses. Ça sert à rien d'être l'homme le plus riche de la Terre si tu t'ennuies, quoi. Par contre, quand tu te couches le soir, que tu fermes les yeux et que tu sais que ce que tu as fait aujourd'hui, même si ça t'impacte qu'à toi, mais tu sais que ce que tu as fait, c'est fou, c'est incroyable, ben là, tu t'endors bien. Même si pour le commun des mortels, ça rime à rien. Moi, je me rappelle à l'époque où je courais en jet, j'arrivais tout content le soir au resto avec mes potes, j'ai gagné 3 km/h sur mon jet ski. Ils me disaient, ah bon? Et ils ne comprenaient pas, quoi. Moi, j'avais travaillé 1 an, j'arrivais, je leur disais ça, et pour moi, je gagnais ou je perdais grâce à ces 3 km/h. Mais pour eux, ils me regardaient en se disant, il est fou ce gars, il a travaillé 1 an, il a gagné 3 km/h et c'est le plus beau jour de sa vie. Mais parce qu'ils ne savent pas derrière le travail qu'il y a eu pour gagner 3 km/h. Et aujourd'hui, ben, c'est pareil pour nos machines volantes. Quand on trouve un nouvel algorithme pour les turboréacteurs ou une clé qui fait que les roulements tiennent 10 heures de plus, ben moi, je rentre le soir, je suis comme un gamin, quoi. Comme un gamin qui a eu son cadeau de Noël. Après, si tu expliques aux gens que tu es si content que ça parce que tu as gagné 10 heures sur un roulement, et ils vont te regarder avec des yeux et se dire, bon, il est fou ce gars. Mais même si derrière, c'est pas de l'argent, derrière, c'est ce sur quoi tu as travaillé qui a réussi. C'est ça pour moi qui est important. Vous êtes vraiment passionné et passionnant. Vous restez avec nous, on va continuer à dialoguer avec vous et nos deux invités en plateau avant de répondre à vos questions via Internet. Continuez à poser toutes vos questions à Francky Zapata, on va y répondre. Avec nous, Stéphane Chambon, vous êtes le directeur des affaires publiques de Total, et Nadège Scapin, directrice des marchés entreprises au sein de Carglass France. Nadège Scapin, je me tourne tout d'abord vers vous. J'imagine que ce que vous venez d'entendre, ce qu'a dit Francky Zapata, vous inspire, parce que vous aussi, dans une société comme la vôtre, vous avez beaucoup de défis aujourd'hui. C'est quoi votre plus gros défi aujourd'hui? Oui, bonjour déjà à nouveau à tout le monde. Merci Christophe. Et effectivement, c'est passionnant. On ne peut être qu'épaté, même émerveillé par le discours de Francky Zapata. La transcription, je dirais, sur une entreprise comme la nôtre, alors parce qu'on accueille des voitures, mais qui ne volent pas encore, hein, en l'occurrence. Pas encore. Pas encore. Mais on est quand même nous sommes dans cette course effectivement vers le véhicule, notamment autonome, et la révolution finalement à laquelle nous sommes confrontés depuis quelques années maintenant. C'est justement cette course vers le véhicule autonome, avec quelques premières étapes qui vont concerner finalement la révolution technologique qui s'opère sur les vitrages, puisque, alors je pense que beaucoup ou tout le monde sait qu'en effet le vitrage est une pièce maîtresse du véhicule, notamment puisqu'elle garantit jusqu'à 1/3 de la rigidité de l'habitacle. Donc en termes de sécurité, c'est un élément qui est vital, hein, qui est fondamental quand on prend le volant. Et ce vitrage vit sa révolution, et c'est aussi un support d'innovation qui est assez incroyable. Donc je vais retrouver, je vais me permettre quelques allusions voilà, au discours qu'on vient d'entendre de Francky, passionnant, puisque cette révolution s'est opérée il y a quelques années. Carglass, ça fait plus de 30 ans qu'on existe en France. Nous sommes présents à l'international, particulièrement en Europe, à l'occasion de ces journées européennes, digitales européennes. Et concrètement, il a fallu que l'on apprenne, je ne vais pas dire un nouveau métier, puisque finalement, on répare et on remplace des vitrages toujours. Pour autant, aujourd'hui, si on ne sait pas faire face aux équipements qui sont embarqués sur les pare-brises, ces fameux, ce qu'on appelle des ADAS, hein, voilà exactement, donc des aides à la conduite, hein,
qui vont permettre de freiner en cas d'urgence automatiquement, qui vont permettre de remettre dans les lignes quand on est sur autoroute, qui vont permettre de réguler la vitesse également. Eh bien, ça nécessite un recalibrage lorsque l'on remplace le pare-brise. Et ça a été pour nous, Carglass, pour mes confrères qui opèrent sur ce marché, ça a été une vraie révolution. Ça fait à peu près 5 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, il a fallu, et ça va être le cas pour les années qui viennent d'ailleurs, réinventer nos métiers, restructurer nos organisations, former nos équipes avec une révolution voilà, de 5 ans pour aujourd'hui être capable de dire oui, quand un pare-brise, un véhicule avec un pare-brise à remplacer se présente dans nos murs, nous sommes en capacité de faire le nécessaire, remettre en sécurité le véhicule. Un pare-brise intelligent. Un pare-brise intelligent, ouais, exactement. C'est vraiment, vraiment dans cette logique. Alors, c'est le marché présente aujourd'hui ces véhicules. On a, faut l'imaginer, c'est à peu près 85% aujourd'hui des véhicules qui sont vendus, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine, 85% des véhicules sont connectés et on ne le soupçonne peut-être pas, mais effectivement, beaucoup de technologie est présente sur ces vitrages, particulièrement le vitrage pour la sécurité, enfin pour le pare-brise, pour la sécurité de tous, et c'est déjà une très bonne nouvelle. Concrètement, voilà, on a dû repenser l'organisation. On a la chance d'être accompagné par une filiale de recherche et développement qui se trouve en Angleterre, qui nous permet d'anticiper et de faire face et de former nos équipes par ailleurs quand cette technologie nouvelle se présente à nous. Et c'est concrètement, vous l'imaginez, Carglass, c'est un réseau de salariés, donc c'est à peu près 2300-2500 personnes issues des équipes techniques qu'il a fallu former pour être en capacité à nouveau d'accueillir de la meilleure façon possible et remettre en état les véhicules. Stéphane Chambon, vous êtes le directeur des affaires publiques de Total. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui a été dit? Vous, Total, alors c'est aussi beaucoup d'innovation. Alors, c'est vrai qu'on a en tête souvent Total, le gaz, la station essence, mais ça va bien au-delà de ça. Vous êtes aujourd'hui sur des technologies du futur qui peut-être un jour intéresseront Francky Zapata pour faire voler les machines, pour faire voler les voitures. Écoutez, on l'espère, puisque de toute façon, les machines auront toujours besoin d'énergie, en tous les cas, pour permettre de la mobilité, que ce soit aux individus que nous sommes ou aux marchandises aussi, puisque c'est des sujets clés. Alors effectivement, le groupe Total, on est un groupe extrêmement innovant. J'étais moi-même surpris de voir que on était classé dans le top 100 des plus grandes sociétés au monde, comme les plus innovantes. Et puis on a, j'allais dire, face à ce sujet, en fait, un enjeu qui est colossal pour nous tous, en fait, c'est l'enjeu climatique, à la base. Donc là-dessus, le groupe, et ça, je pense que ça va être aussi un driver extrêmement fort en termes d'innovation chez nous, puisqu'il y a des technologies aujourd'hui qui ne sont pas abouties, qui ne sont pas matures. Vous pensez quoi à l'hydrogène, par exemple? Alors, je pense à l'hydrogène, mais je pense aussi effectivement à des technologies qui vont permettre de venir capter et stocker du CO2. Qui est un élément clé. Alors, on a, ce que je vous le disais, un objectif qui est en fait d'être neutre carbone à horizon de 2050 sur l'ensemble des activités mondiales du groupe, et puis d'être neutre carbone sur l'échelle européenne en incluant les consommations de nos propres clients, ce qui est extrêmement ambitieux en la matière. La manière dont on voit les choses, c'est que on pense qu'il ne faut pas opposer les énergies les unes aux autres. On a besoin, on va avoir besoin dans le monde de demain de toutes les énergies. Alors le groupe investit énormément dans tout ce qui est renouvelable. Tout ce qui est biocarburant, c'est l'éolien, le solaire d'un côté, mais effectivement sur la mobilité, ça va être quoi? Ça va être l'électrique, ça va être le GNV, GNC, GNL sous ces deux formes, et puis l'hydrogène. Et associé à ça, en termes d'innovation, je crois qu'il y a besoin aussi de continuer d'innover autour des optimisations de gestion de flotte, puisque les flottes vont devenir de plus en plus mixtes, avec ce mix énergétique, des mix de motorisation, et qu'il va bien falloir avoir des outils de pilotage qui permettent d'avoir une gestion la plus optimum. Vous pensez d'ailleurs que ça va venir des flottes, c'est-à-dire que ce qui va arriver pour le grand public, pour le marché général, ça va d'abord venir des flottes, parce que les innovations se font particulièrement dans les flottes, où on a besoin de voitures plus, entre guillemets, écologiques. Vous pensez que ça va vraiment venir des flottes? Alors je pense qu'effectivement, les flottes vont jouer un rôle clé. D'abord, il y a une réglementation avec la loi LOM qui va contraindre nous tous, mais je pense que c'est pour le bien commun, l'ensemble des flottes, effectivement, à avoir un parcours jusqu'à 2030 avec des pourcentages de véhicules très basses émissions.
Ça d'un côté, mais on parle d'EVL, mais ça touche aussi l'ensemble des autres types de véhicules, avec des véhicules lourds, que ce soit des bus, des cars, des camions, y compris le train, puisque le ferré est aussi en pleine transition énergétique sur le sujet. Je m'adresse à tous les deux. Dans ce qu'a dit Francky Zapata sur l'innovation, le fait de créer, le fait de vouloir et le fait d'entreprendre, est-ce que c'est quelque chose qui résonne en vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez dans vos entreprises? Alors, des entreprises qui sont beaucoup plus grosses, mais est-ce qu'on arrive, quand on a une idée, à l'appliquer? Est-ce que, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes reconnu dans ce qu'il a dit? Oui, alors sans comparaison aucune évidemment, mais c'est vrai quand Francky parle d'échec pour réussir, je trouve que c'est une formule qui est assez incroyable et notre parcours en France, en tout cas chez Carglass, a été jalonné justement de ces étapes, puisque nous œuvrons sur un marché qui est le monde de l'automobile, marché de l'automobile qui évolue au quotidien, qui vit des révolutions de façon constante. Et si j'identifie 2-3 grandes étapes auxquelles nous avons eu justement à faire face, de façon, je dirais, vraiment sous couvert d'innovation forte, en tout cas, sur ce marché, ça a été notamment, je me permets, notamment ensemble, puisque quand il a fallu repenser nos structures de réseau en essayant de développer un maillage beaucoup plus fort, il y a une dizaine d'années maintenant, et bien voilà, Carglass a été confronté au fait de ne pas pouvoir implanter de nouveaux centres aussi facilement qu'on aurait qu'on l'aurait souhaité. Donc on a tout fait pour être le plus agile possible et nous avons notamment construit un partenariat avec Total, ce qui n'existait pas, ce type d'alliance, je dirais, pour développer un maillage plus fort avec des petites structures, mais qui répondent aux mêmes normes et à la même satisfaction client. Ça a été une des révolutions auxquelles nous avons eu à faire face. Un autre exemple encore récent, dans le cadre d'un développement d'activité de notre part pour pouvoir toujours aller apporter une solution au problème en fait, de nos clients. On s'est associé également en reprenant une activité de réparation, de rénovation à domicile, voilà, pour de la gestion de sinistres, la rénovation de travaux. Ça a été des révolutions pour notre entreprise. Je reviens sur ce qui nous concerne aujourd'hui, notamment avec les responsables de parc. Voilà, vraiment cette révolution autour des technologies embarquées sur les vitrages, sans commune mesure, c'est ce qui nous a occupé ces dernières années, c'est ce qui va nous occuper sur les années qui viennent, puisque notamment quelques réglementations européennes l'année passée imposent ces fameuses ADAS sur les nouveaux véhicules, voilà, sur les années qui viennent, jusqu'à 2024, où tout véhicule sorti d'usine sera équipé. Donc oui, c'est une révolution avec toute l'organisation à mettre en place pour y faire face. Stéphane Chambon, avant de prendre les questions des internautes, est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au début d'une révolution dans tout ce qui est énergie? Alors, en fait, on est au début de l'industrialisation. C'est-à-dire que tout ce dont on parle autour du développement de l'ensemble des infrastructures, des réseaux, accès aux nouvelles énergies, que ce soit sur le gaz, que ce soit sur l'électrique ou que ce soit sur l'hydrogène. Alors, elles n'ont pas toutes le même degré de maturité, ça c'est clair. Mais par contre, à aujourd'hui, que ce soit nous, des grands groupes comme Total, mais aussi des PME ou des startups, on travaille sur ces sujets-là depuis de nombreuses années et on commence à voir le début de l'industrialisation. Donc ça va se généraliser de manière assez massive. Ça dépendra évidemment des pays, des types de véhicules et des types d'usages. Et c'est ça qui fera les réponses qu'on aura demain et qui seront opérationnelles et qui fera qu'on aura des camions qui rouleront à l'hydrogène, on aura peut-être des trains aussi qui rouleront à l'hydrogène et puis on aura énormément de véhicules électriques, véhicules légers ou véhicules utilitaires. En deux mots, vous pensez qu'un jour on pourra aller recharger son Flying Bird dans une station Total? Si les autorisations, si la réglementation française permet de venir atterrir et de pas, j'allais dire, imposer que chaque station devienne un aérodrome, alors dans ce contexte-là, on pourra vraisemblablement accueillir Francky Zapata ou tous les acheteurs de Flyboard. On va passer aux questions des internautes, à vos questions. Alors, rassurez-vous, il y a Francky Zapata, on le retrouvera mercredi soir à 18 h pour une autre session en live où on parlera plus spécifiquement de la voiture volante. Donc, j'imagine que si vous avez des questions aujourd'hui, vous ne pouvez pas toutes les poser. Rassurez-vous, on y répondra mercredi. Brice. Oui, bonjour à tous. Première question, les prototypes que vous développez, Monsieur Zapata, sont-ils voués être industrialisés un jour?
Et deuxième question qui est un peu liée, on avait entendu parler d'une utilisation par l'armée française. Est-ce toujours d'actualité sans trahir de secret? Oui, les machines sont vouées à être industrialisées, donc dans plusieurs domaines. On a comme bon, tout le monde le sait, j'avais annoncé ça l'année dernière, on travaille sur une voiture volante. Alors, dans un premier temps, elle est plus destinée aux récréatifs parce que bon, la réglementation fait que c'est pas évident de rentrer direct dans la production de masse et pour aller acheter le pain avec, donc c'est assez complexe. Donc, du coup, elles sont plus destinées aux récréatifs pour l'instant. Donc, on va dire un petit peu à l'image de ce que vous pourriez faire quand si vous faites un tour de supercar sur un circuit, vous voyez, type Ferrari ou Lamborghini sur un circuit, donc ça va plutôt être ce style-là. Mais en parallèle, on travaille sur un système de rapatriement de blessés, donc un MEDEVAC, pour justement arriver à avoir des engins volants capables de secourir des personnes dans des endroits où les hélicoptères ne peuvent pas voler ou n'ont pas la place d'atterrir, dans des machines qui ne seront pas destinées à voler des centaines de kilomètres, mais plutôt avec on va dire, grosso modo, une distance de 30 à 40 à 50 kilomètres, donc pour amener un blessé à l'hôpital le plus proche. Donc ça, on compte bien industrialiser ça, et c'est pour ça qu'on a construit nos propres réacteurs, nos turboréacteurs, puisque ce qu'on trouvait pour l'instant était que des turboréacteurs issus du modélisme, et ça suffisait pas pour la sécurité pour du vol humain. Donc là, on est sur la phase finale du développement de nos turboréacteurs. Et en parallèle, oui, ça intéresse toujours l'armée. Donc on a eu une subvention l'année dernière, mais qui n'était pas du tout liée au flyboarder. Il y a eu un peu une méprise après le 14 juillet. C'est pas l'armée qui a financé le développement du flyboarder, mais ils ont financé justement le développement d'un turboréacteur qui est finalement commun à toutes les machines qu'on développe, mais qui aussi peut aider à certains drones militaires, etc. Et en parallèle de ça, donc maintenant, ils sont intéressés pour faire des essais sur le EasyFly, qui est une espèce d'hybride entre un Segway, vous savez, ce qu'on peut voir dans les rues, là, des systèmes à deux roues où on tient deux bâtons, qui est un hybride donc finalement entre un Segway et un flyboarder, quoi. C'est un flyboarder accessible à quasiment tout le monde, puisque le flyboarder demande quand même beaucoup de maîtrise et beaucoup d'entraînement physique. Donc ce EasyFly est beaucoup plus simple, il n'y a pas besoin d'être lié avec des chaussures type snowboard, donc on peut y monter dessus et voler. C'est l'engin volant le plus simple à utiliser au monde, et il est extrêmement redondant puisqu'on peut voler même avec deux moteurs en moins. Donc ils sont intéressés par cette machine-là, et en même temps, pour faire une évaluation justement de nos plateformes à la fois MEDEVAC et à la fois qui peuvent servir en gros de transport de marchandises, encore une fois dans des endroits où personne ne peut voler, puisqu'on peut voler aujourd'hui. On n'a pas testé ça en réel, parce que bon, les conditions climatiques, c'est pas évident de les reproduire, mais sur les simulateurs, on vole, on va dire, avec des vents turbulents et on va dire des rafales qui sont quasiment une fois et demie à deux fois supérieures à ce qu'un hélicoptère peut supporter, puisque nous, on n'utilise pas la réaction de l'air pour voler, on pousse du gaz et on aspire de l'oxygène. Donc, du coup, on n'est pas soumis au fameux trou d'air qu'on peut prendre dans un avion, tout ce qui est effet de fun, etc. Donc, on peut réellement voler à ras des bâtiments, à ras des montagnes, à ras des arbres, sans être gêné par les turbulences. Et nos turboréacteurs qu'on a développés sont capables d'aspirer une fois et demie plus d'eau que ce qui consomme de kérosène, ce qui fait qu'on peut voler par un orage qui n'a jamais même existé. Donc, ce qui en fait finalement la machine de rapatriement et de secourisme la plus aboutie au monde. Francky Zapata, avant de reprendre une autre question, juste en deux mots très courts, vous avez une autonomie de combien aujourd'hui sur vos engins? Oui, sur le flyboarder, on est à 10 minutes. Sur nos plateformes volantes, on est aux alentours de 20 minutes. Brice Giraud, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors vous y avez répondu partiellement. Hein, une autre question était sur les évolutions techniques du flyboard. Quelles étaient les évolutions techniques en cours? Donc vous avez parlé des turboréacteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, on a créé un turboréacteur qui est ce qu'on appelle redondant en aviation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a deux cartes électroniques qui le gèrent. On a d'ailleurs on a un cours de dépôt d'un brevet sur
sur le système, en fait, on était arrivé à avoir deux électroniques qui vivent en même temps et qui à la fois gèrent l'intégration des pompes à carburant sans pour autant se suivre, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, quoi qu'il se passe, quoi qu'il grille dans le système, que ce soit la pompe, que ce soit même l'électronique qui décide de vouloir accélérer le moteur à fond ou le couper, rien n'est possible grâce à ce système-là. Et à la fois, on a amélioré aussi tout ce qui est refroidissement, déroulement et lubrification pour arriver à quadrupler la durée de vie de ces roulements et arriver sur une maintenance, des heures de maintenance qui sont acceptables. Et en parallèle, on a travaillé depuis presque aujourd'hui 3 ans, mais on est sur la phase finale. On a trouvé disons la brique technologique qui était en gros le seul système qui n'était pas redondant sur nos machines volantes, c'était le carburant. À savoir qu'on avait beau doubler en fait les lignes de carburant ou même les tripler, si une ligne s'arrachait, ben, c'est beaucoup plus facile pour un turboréacteur d'aspirer de l'air que d'aspirer du kérosène. Et donc, ça créait la chute. Donc, tout le système de carburant était vraiment le point noir du système. Et aujourd'hui, par un autre système, d'ailleurs, on est également en cours de brevet, par le développement de nouvelles pompes, de nouveaux systèmes, en fait, aujourd'hui, on peut arracher n'importe quel durite. En fait, le système se met en sécurité immédiatement. Et il n'y a pas d'air qui peut rentrer dans le turboréacteur. Donc, grosso modo, le dernier point noir de ces machines a été supprimé, ce qui en fait aujourd'hui une machine où vous pouvez faire ce que vous voulez, le reste en l'air, quoi. On peut imaginer aussi un flyboard à 2 en tandem ou à 3. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être complètement utopique ou ça pourrait exister? Non, ça ne peut pas exister puisque le flyboard, le flyboard est basé sur le mouvement du corps, en fait. C'est-à-dire que c'est hyper intuitif. Ça reprend, en fait, le flyboard ou même le EasyFly, hein, ça reprend, en fait, les fondamentaux de la marche, en fait. La marche, c'est un déséquilibre, en fait. Si vous allez dans une direction, en fait, vous déséquilibrez votre corps dans la direction dans laquelle vous voulez aller, puis après, vous mettez les pieds l'un devant l'autre pour pas tomber. Et le EasyFly ou le flyboarder, c'est les mêmes machines. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez vous déplacer dans une direction, vous faites exactement la même chose que si vous vouliez marcher dans cette direction, mais sans la deuxième étape qui est de bouger les pieds. Donc en fait, ça devient extrêmement intuitif. Mais par contre, si vous êtes deux à avoir la même intuition, un il veut aller à droite, l'autre il veut aller à gauche, ça va pas fonctionner. Par contre, on a justement ces plateformes volantes qui sont à la fois transformées aussi en voitures volantes. Ben là, en fait, c'est qu'une question d'imagination de combien de personnes vous pouvez mettre dessus, quoi. Ça peut être de 1 à 30 personnes, quoi, ou 40 personnes. Ça dépend uniquement de la quantité de réacteurs que vous mettez dessus, ou même éventuellement de la taille de ces turboréacteurs. Un bus volant. Brice, est-ce qu'il y a encore d'autres questions de la part de nos internautes? Oui, il y a d'autres questions. Il y avait aussi une question pour Carglass. Est-ce que vous travaillez sur des vitrages intelligents, connectés, impactants en termes de sécurité et d'environnement? Alors, Carglass en tant que tel ne fabrique pas de vitrage, hein. Pour autant, voilà, le service que l'on propose aujourd'hui et celui qu'on va devoir proposer demain, c'est vraiment s'inscrire dans cette mouvance dont on entend parler aujourd'hui sur le marché des flottes, Mobility as a Service. On prépare la Calibration as a Service et donc de plus en plus faire face justement à ces technologies embarquées. Oui, des vitrages intelligents, oui, des vitrages écologiques. Et à terme, et on est déjà en train de tester effectivement ces solutions en Europe, à savoir être en capacité de recalibrer finalement 100% des vitrages sur le véhicule au même moment, mais finalement recalibrer 100% de ce qui se parle sur la voiture, les radars, les lidars, ce qui va être concerné dans les optiques, y compris le vitrage, de sorte à remettre vraiment le véhicule en capacité de rouler à la sortie de nos centres. Donc on est toujours dans cette course effectivement à la révolution qui se présente à nous. Une question aussi pour Total, vu qu'on est un petit peu dans des projections un peu futuristes, c'est comment Total envisage la mobilité du futur? Question un peu vaste, hein, mais… Écoutez, la mobilité du futur, ça va être compliqué. Non, la mobilité du futur, d'abord, elle s'assoit sur effectivement des nouvelles énergies. Ce sera nécessairement une mobilité connectée.
ce sera sans aucun doute une mobilité de plus en plus partagée, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de plus en plus de moyens mis à disposition et peut-être que s'il y a une industrialisation, enfin des inventions de Monsieur Francky Zapata, ce sera peut-être un nouveau moyen de transport, en tous les cas pour certains types d'usages. Voilà, donc c'est un ensemble qui devient de plus en plus complexe. Et nous, les sujets sur lesquels on travaille face à ça, c'est d'essayer de regarder comment est-ce qu'on peut, pour des utilisateurs, pour des clients, construire des parcours clients qui soient simples et fluides. Voilà, ça, et ça, effectivement, pour revenir sur la thématique de l'innovation qui était un point clé de la discussion, ça fait partie de gros enjeux. Que ça soit simple à utiliser, il faut que ça soit simple pour recharger son véhicule, sa voiture. Absolument. Que ce soit pas compliqué. C'est une constante pour nous tous, d'ailleurs, effectivement, c'est ça, c'est ce qui doit nous guider. Oui. Francky Zapata, vous, le carburant, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, c'est votre moteur. C'est-à-dire que là, est-ce que aussi vous faites des recherches? Est-ce que vous êtes associé, par exemple, avec des grandes compagnies ou vous faites ça un petit peu tout seul dans votre coin? Comment ça se passe? Justement, on a un protocole de test avec un bureau de chez Total pour essayer des nouveaux carburants. Donc, on n'a pas pu le démarrer rapidement aujourd'hui, la lubrification des roulements sur les moteurs que l'on utilisait jusqu'à aujourd'hui était assurée par le carburant lui-même, donc obligé de mettre de l'additif dans le carburant. Et donc, ça rendait extrêmement difficile de nombreux essais de type de carburant. Mais là, depuis, on va dire, 3 semaines, le système de lubrification est indépendant. Et donc, justement, on va pouvoir reprendre les essais, justement, avec ces nouveaux carburants. Et on teste tout ce qui est bon. Je sais plus maintenant quel est le statut de ces biocarburants, parce que j'ai suivi un petit peu l'actualité, ça a été changé plusieurs fois. Mais justement, des biocarburants et des carburants d'origine végétale. Donc, bien sûr que c'est la piste. Pour moi, je pense que, vous savez, l'erreur à ne pas faire, et c'est ce qui se passe souvent dans la recherche et le développement, c'est de dire que pour faire mieux, on veut absolument tout changer. Pour moi, le moteur thermique, aujourd'hui, ça a quand même un avantage qui est relativement énorme. Pour stocker la même quantité d'énergie dans une batterie, il faut qu'à peu près vous augmentez la densité et le poids de à peu près entre 17 et 20. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'il y a une nécessité de tout changer et absolument de repasser à l'électrique comme on l'a fait par le passé entre l'essence et le diesel, etc. Pour moi, je pense que comme le disait Monsieur chez Total, c'est une combinaison de moyens et toutes les énergies on va avoir besoin de toutes les énergies. Et alors, évidemment, les énergies renouvelables, c'est pas forcément l'électrique, c'est aussi des carburants végétaux, des biocarburants. Et je pense que c'est aussi une bonne clé. Et notamment pour les engins volants, vous imaginez bien que, surtout les engins volants, ce qu'on appelle le VTOL, la décollage et atterrissage vertical, vous imaginez bien à quel point le poids est un ennemi. Et si on veut pouvoir parcourir des bonnes distances, il va falloir utiliser des moteurs, rester sur du turboréacteur, mais évidemment diminuer les productions de CO2 et s'inscrire dans un mode renouvelable avec des carburants végétaux. Et donc nous, sur le projet sur lequel on travaille, donc pour le futur, on va dire à moyen terme, et pour arriver justement à faire ces taxis volants qui n'ont pas du tout la même utilisation que nos voitures volantes ou nos plateformes volantes de sécurité, qui sont, eux, destinés soit au loisir, soit au rapatriement de blessés. Si on veut s'inscrire dans vraiment une démarche de nouvelle mobilité, on doit aussi s'inscrire dans toute la démarche écologique et développement durable. Et pour ça, donc, on a développé un système qui sera des systèmes donc, électriques, comme on a pu voir fleurir un peu de partout dans toutes les startups un petit peu du monde entier, mais qui, eux, se concentrent pour avoir un système à batterie. Et pour l'instant, comme je disais, l'évolution des batteries, c'est extrêmement limité. Nous, notre idée, c'est plutôt d'utiliser nos turboréacteurs pour créer ce qu'on appelle un APU, donc un système de génération électrique. Et à partir de ce système de génération électrique, donc à base de turboréacteurs, on va générer de l'électricité. Et évidemment, cette électricité devra être générée éventuellement par des carburants végétaux. Alors, on est déjà projeté vers le futur, ça tombe bien parce que
Ce sera le thème de l'émission de demain soir, 18h, encore avec vous, Francky Zapata. Ne ratez pas ce moment, 18h. Vous pourrez également poser toutes vos questions que vous n'avez peut-être pas pu poser aujourd'hui. On parlera avec vous à venir sur la mobilité extrême sur terre, sur mer et dans les airs, et bien sûr de votre projet, là aussi complètement dingue, de voiture volante, parce que c'est un projet qui, à mon avis, va aboutir. On en parlera demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous écouterait pendant des heures. Vous êtes très bavard, mais vous êtes tellement passionnant qu'on vous écouterait pendant très longtemps. Merci aussi à nos deux invités, Nadège Scapin, directrice des marchés entreprises de Carglass, et Stéphane Chambon, directeur des affaires publiques de Total, ainsi qu'aux partenaires médias Agora News, Mobility et Autonomie. Merci également aux équipes Agora qui ont préparé cette émission en direct. En attendant, la journée se poursuit avec dans 15 minutes le deuxième échange, comment l'IA va aider les gestionnaires de parcs dans leur objectif RSE, dans leur objectif de transition et dans leurs nouveaux enjeux de mobilité, avec la participation de GAC Technologies. Encore merci à vous, Francky Zapata. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain 18h. Bonne matinée, merci.